Bon, j'essaie de faire venir les retardataires en présentant Peter de Kort. C'est bien comme ça, j'aime C'est pas. bien comme ça, c'est bien comme ça. Notre dernier intervenant du jour, qui est doctorant en philosophie à Sorbonne Université et à l'Université catholique de Louvain et travaille sous la direction d'Antoine Grandjean et de Jean Leclerc. Ses travaux au croisement de la philosophie, de la culture et des idées politiques portent sur Nietzsche, l'Europe et la grande politique, et il se propose d'éclairer la grande politique à partir d'une généalogie de l'Europe qui correspondrait à la démarche philosophique de Nietzsche, telle est l'hypothèse de travail. Il a participé à plusieurs conférences, dont l'important colloque international Penser le monde et l'habiter, les phénoménologies à l'épreuve en 2018. Et il a co-organisé avec Clément Berthaud, notamment, que nous avons entendu tout à l'heure, le 13e congrès international du GIRN en 2019, consacré à Nietzsche et l'Europe. Ces deux colloques à l'Université catholique de Louvain. Plus récemment, il a aussi co-organisé une matinée d'études consacrée à Barbara Stiegler. Non, j'ai À pas l- encore organisé. Ah, pardon. J'étais juste participant. Ah, il a participé à une journée d'études sur Barbara Stiegler, autant pour moi. Et il va nous parler donc aujourd'hui de Nietzsche et du problème européen, grande politique, mouvement démocratique et idéal aristocratique. Nous vous écoutons. Donc, est-ce que ça marche? Ok. Donc, bonjour à tous. Et c'est un. J'entends comme ça de l'écho. C'est vraiment un plaisir. C'est bizarre ou c'est normal quand je parle? C'est un peu plus loin. Parce que ça. Ouais. Je crois que c'est bon. On m'entend, hein? Bah, du coup, presque plus. Voilà. On m'entend. Donc, c'est vraiment un plaisir de participer à ce colloque et d'avoir la chance de présenter devant vous. Donc, comme tu l'as dit, mes recherches doctorales qui portent essentiellement sur l'idée d'Europe chez Nietzsche et sur sa dimension politique, avec l'idée que la réflexion sur l'Europe culmine dans une pensée du renversement des valeurs qui prend la forme, dans les années 1880, d'un appel vers une grande politique. Alors l'Europe chez Nietzsche, comme on le sait, c'est le théâtre même de sa pensée, mais c'est aussi une scène ambiguë, à la fois un lieu de décadence et de renaissance. Et pour définir cette Europe en mouvement permanent, Nietzsche écrit au paragraphe 215 du Voyageur et son ombre que les mots moderne et européen étant ici presque équivalents, on l'entend par Europe des étendues de territoire bien plus grandes que celles qu'embrasse l'Europe géographique, la petite presqu'île de l'Asie. Il faut surtout comprendre l'Amérique en tant qu'elle est fille de notre civilisation. Et d'autre part, ce n'est pas l'Europe tout entière qui tombe sous la définition que l'on donne de l'Europe, au point de vue de la civilisation, qui est le point de vue de Nietzsche, mais seulement ces peuples et ces fractions de peuples qui ont un passé commun dans la Grèce et la Rome ancienne, dans le judaïsme et le christianisme. Donc l'Europe est définie par Nietzsche comme une culture caractérisée peut-être plus que tout autre par une tension axiologique, c'est le mot de Patrick Watling, aussi fructueuse et fascinante que dangereuse, voire épuisante, comme le site d'une lutte millénaire entre des principes opposés, ou plutôt des complexes de valeurs, ce qu'il appelle des cultures, et qui devra peut-être un jour être résolue dans une direction ou dans l'autre. Et c'est cette tension qu'explore par exemple la généalogie de la morale lorsqu'elle souligne l'hostilité entre deux univers moraux opposés, qui sont aussi des univers, on pourrait le dire, esthétiques et politiques. D'un côté, l'aristocratisme de l'Antiquité, sa morale de l'excellence, de la grandeur, son goût classique, son aspiration à l'empire, et de l'autre, la morale de la pitié, euh, ascétique, et le sentiment démocratique, façonné par le judaïsme, puis par le christianisme, et en particulier paulinien. Et cette tension morale, qui est aussi une tension politique, puisqu'au mot d'ordre de la prérogative du petit nombre, à l'aristocratisme de la société hiérarchique et traditionnelle, dont l'incarnation la plus vivace dans l'imaginaire nietzschéen est l'Empire romain, s'oppose l'individualisme égalitaire du démocratisme moderne, fruit du christianisme, qui fait voler en éclats la dernière noblesse politique de l'Europe à l'occasion de ce qu'il décrit comme la grande révolte des esclaves que fut la Révolution française, provisoirement maîtrisée par le nouvel Auguste, le nouveau César, qu'incarna, l'espace d'un instant, le Corse Napoléon. Et le paragraphe 16 de la première dissertation de la généalogie de la morale souligne cette instabilité européenne, cette tension caractérisant l'Europe, et distingue les forces en présence et en évalue le signe positif ou négatif. Pour Nietzsche, l'histoire de la civilisation européenne, et peut-être bien de toute culture, étant le site d'une lutte millénaire entre les valeurs nobles et les valeurs de décadence, elle est le site d'une lutte entre la vie ascendante et la vie déclinante. Ce sont les variations même de la vie qui dessinent finalement cette histoire. Et à l'antagonisme reconnu par Nietzsche entre la Révolution française et l'Empire napoléonien, répond dans ce texte l'écho d'affrontements plus anciens et plus antiques qui opposèrent par exemple la réforme protestante à la Renaissance italienne et le judéo-christianisme à la civilisation gréco-romaine, et qui sont autant de défaites infligées à la cause de la culture et donc finalement de l'humanité et de l'élévation de l'homme au nom d'un mouvement de ressentiment qu'il décrit comme foncièrement plébéien, s'accomplissant dans la domination des idées modernes et l'avilissement de l'homme qui en découle.
Fidèle donc à sa méthode généalogique, Nietzsche s'attache ainsi à retracer les origines de ce qu'on peut appeler la modernité démocratique dans la perspective d'une histoire millénaire, inscrite dans le temps long des processus d'interprétation et d'incorporation de valeurs. Et la généalogie des valeurs européennes découvre ainsi la logique d'un mouvement descendant, s'incarnant dans de multiples figures historiques, des noms de l'histoire liés entre eux par la force d'une parenté généalogique. À cet égard, la mise en accusation des 4 grands démocrates, que furent selon Nietzsche Socrate, Jésus, Luther et Rousseau, pose les principales balises historiques de ce grand récit des origines de la démocratie, élaboré en même temps qu'il fait signe vers le foyer des valeurs contraires. Donc par exemple à la Grèce présocratique, à son affirmation dionysiaque de la vie dans l'expérience mystérique de la tragédie, succède une culture alexandrine marquée par l'optimisme théorique de Socrate, axe et pivot de l'histoire universelle, véritable père de la modernité. Et le mouvement initié par les écoles socratiques nourrit le christianisme, platonisme pour le peuple, qui assure le triomphe spirituel par la vindicte imaginaire des humbles sur la noblesse du monde incarnée évidemment par Rome, et dont la domination millénaire n'est remise en cause que par la magnifique floraison de la Renaissance italienne, espoir déçu d'une victoire des valeurs aristocratiques sur la doctrine chrétienne. Et c'est à Luther, selon Nietzsche, qu'il reviendra de frustrer l'Europe de cette première tentative de réévaluation, de renversement des valeurs, par une révolte qu'il décrit comme plébéienne, contre à la fois l'aristocratisme néo-latin de la Renaissance et la hiérarchie spirituelle de l'Église romaine, la réforme protestante faisant ainsi figure de matrice de la sécularisation du théologique, sous la forme de l'individualisme égalitaire et de la philosophie démocratique des Lumières, portée au pouvoir par la Révolution française, et dont l'esprit, à la fois plébéien et romantique, est incarné par la figure de Rousseau, qu'il décrit comme le premier homme moderne, idéaliste et canaille en une seule personne, anticipation philosophique finalement de la vertu de Robespierre. Alors je cite ici Nietzsche, mais Rousseau, où voulait-il vraiment en venir? Rousseau, ce premier homme moderne, idéaliste et canaille en une seule personne, qui avait besoin de la dignité morale pour supporter son propre aspect, malade d'un dégoût effréné, d'un mépris effréné de lui-même. Cet avorton campé au seuil des temps nouveaux voulait lui aussi le retour à la nature. Encore une fois, où voulait-il revenir? Je hais encore Rousseau dans la Révolution. Elle est l'expression historique de cet être à deux faces, idéaliste et canaille. La farce sanglante qui se joua alors, l'immoralité de la Révolution, tout cela m'est égal. Ce que je hais, c'est sa moralité à la Rousseau, les soi-disant vérités de la Révolution, par lesquelles il exerce encore son action et sa persuasion sur tout ce qui est plat et médiocre. S'ensuit des propos sur la doctrine de l'égalité, fondamentalement injuste, etc. Donc on l'aura compris, l'opposition de Nietzsche à la Révolution française, et donc à Rousseau, ne procède pas d'une dénonciation indignée de la violence révolutionnaire, même si ça fait partie de la critique, mais c'est une critique radicale des idées modernes dont s'inspirent les ennemis de l'Ancien Régime. Nietzsche ne porte d'ailleurs que peu d'intérêt aux dénonciations de l'immoralité révolutionnaire, poussée par exemple devant la farce sanglante de la terreur, parce que du point de vue de Nietzsche, le problème posé par la Révolution ne réside pas dans cette immoralité, mais dans sa moralité à la Rousseau, et dans les soi-disant vérités, dit-il, qui sont son héritage le plus durable. On est ici en France, la devise française, liberté, égalité, fraternité. Voilà finalement pour Nietzsche la devise la plus mensongère, parce qu'il n'y a pas de liberté dans la licence, uniquement dans la maîtrise et le dépassement de soi, parce que l'égalité ne peut exister qu'entre puissances égales et que sa réalisation effective nécessite l'injuste nivellement des puissances individuelles, car la fraternité démocratique est une négation sentimentaliste du pathos de la distance et du goût de la hiérarchie, dont procède, dit-il, toute élévation de l'homme et de la culture. Nietzsche décèle ainsi, derrière l'apparente générosité morale de l'idéal démocratique, la source empoisonnée d'une décadence de la culture européenne et d'un amoindrissement de l'homme au nom de l'individualisme et de l'égalitarisme. Aux yeux de Nietzsche, donc, la démocratie n'est pas, je cite, seulement une forme de décadence de l'organisation politique, mais une forme de décadence, c'est-à-dire de rapetissement de l'homme, sa chute dans la médiocrité et l'abaissement de sa valeur. Alors évidemment, il ne faudrait pas inverser l'ordre de priorité sur lequel repose la critique nietzschéenne de la démocratie. Nietzsche critique certes la démocratie comme une forme décadente de l'organisation politique, mais cette décadence ne représente à ses yeux qu'un symptôme néfaste, une conséquence à la fois nuisible et inévitable du déclin des valeurs aristocratiques et du règne des idées modernes, c'est-à-dire des idées démocratiques, des valeurs démocratiques, dignité de l'homme et du travail, égalité des droits, liberté individuelle et poursuite du bonheur, dont la domination ne détermine pas seulement l'évolution des institutions politiques et des conditions sociales, mais l'avènement d'une culture nouvelle, c'est-à-dire d'un nouveau type humain. Rien d'étonnant dès lors à ce que Nietzsche n'ait guère formulé de théorie politique exhaustive, l'intérêt porté par Nietzsche aux institutions politiques et sociales demeurant subordonné au projet plus fondamental d'une critique de la modernité, c'est-à-dire finalement à terme d'un renversement des valeurs. Les positions politiques de Nietzsche donc doivent être nécessairement analysées au prisme de sa philosophie de la culture, dans la mesure où celui-ci ne considère pas seulement la démocratie comme une forme de gouvernement, mais comme un type de société,
à la manière finalement de Tocqueville, et plus profondément comme un système axiologique déterminant l'émergence d'une forme particulière d'humanité, la démocratie donc comme type humain. Alors on sait que Tocqueville définissait la démocratie comme l'égalité des conditions, l'exclusion de toute aristocratie, que celle-ci repose sur des privilèges politiques ou sur une supériorité dans l'importance individuelle ou le pouvoir social. L'introduction au premier tome de la démocratie en Amérique affirme le caractère inéluctable du développement graduel de l'égalité des conditions, révolution irrésistible qui marche depuis tant de siècles à travers tous les obstacles et qu'on voit encore aujourd'hui s'avancer au milieu des ruines qu'elle a faites. Voilà finalement qui me semble pas très éloigné de la position de Nietzsche, puisqu'à ses yeux en effet le milieu démocratique se caractérise par le rejet sans cesse croissant de toute aristocratie et l'exigence grandissante de, je cite, la forme la plus extrême de l'égalité des droits, associée à un agrandissement optique de l'importance propre allant jusqu'à l'absurde. Ce qu'on aperçoit ici, c'est le lien étroit reconnu par Nietzsche entre ce qu'on appelle l'égalitarisme et l'individualisme, déjà mis en évidence par Tocqueville, et dont un fragment posthume souligne le caractère aussi psychologiquement cohérent qu'apparemment contradictoire. Je cite donc Nietzsche, les deux traits qui caractérisent les Européens modernes semblent contradictoires, l'individualisme et l'exigence de droits égaux. J'ai fini par comprendre. En effet, l'individu est une vanité extrêmement vulnérable, connaissant combien elle est prompte à souffrir, cette vanité le porte à exiger que tous les autres hommes lui soient reconnus égaux, qu'ils se trouvent toujours inter pares. C'est donc par l'exigence de droits égaux pour tous que les sociétés démocratiques diffèrent le plus ostensiblement des sociétés aristocratiques. Et cette revendication égalitaire s'articule à une conception de la liberté très différente de celle qui accourt dans les sociétés hiérarchiques traditionnelles. Selon Tocqueville, la liberté peut en effet se produire à l'esprit humain sous deux formes différentes. On peut voir en elle l'usage d'un droit commun ou la jouissance d'un privilège. S'étendant sur la nature de la liberté aristocratique, Tocqueville semble même esquisser les contours de ce qui deviendra chez Nietzsche l'instinct de liberté ou, dans une autre version, le pathos de la distance. Cette notion aristocratique de la liberté, écrit-il, produit chez ceux qui l'ont reçue un sentiment exalté de leur valeur individuelle, un goût passionné pour l'indépendance. Elle donne à l'égoïsme une énergie et une puissance singulières. Conçue par des individus, elle a souvent porté les hommes à des actions extraordinaires. Adoptée par une nation tout entière, elle a créé les plus grands peuples qui fussent jamais. Au contraire, explique Tocqueville, la notion moderne, la notion démocratique et, j'ose le dire, la notion juste de la liberté, chaque homme étant présumé avoir reçu de la nature les lumières nécessaires pour se conduire, apporte en naissant un droit égal et imprescriptible à vivre indépendamment de ses semblables, en tout ce qui n'a rapport qu'à lui-même et à régler comme il l'entend sa propre destinée, chacun ayant un droit absolu sur lui-même, il en résulte que la volonté souveraine ne peut émaner que de l'union des volontés de tous. Dès lors aussi l'obéissance a perdu sa moralité, et il n'y a plus de milieu entre les mâles et fières vertus du citoyen et les basses complaisances de l'esclave. Donc voilà pour la longue citation de Tocqueville. Pour Nietzsche comme pour Tocqueville, la démocratie ne désigne donc pas tant une forme d'organisation politique, bien qu'elle le soit, qu'un état de la société, un substrat anthropologique et sociologique égalitaire dont le fondement est l'individualisme, une opinion totale qui exerce son emprise sur les choses humaines et par conséquent bouleverse l'ordre politique en même temps que l'ordre esthétique ou moral. Et de ce point de vue, le régime démocratique n'est que la forme institutionnelle, finalement assez superficielle, adoptée par une société composée d'individus égaux, se reconnaissant des droits naturels en vertu de leur dignité, c'est-à-dire de la valeur insigne accordée à chacun au nom de son humanité. La reconnaissance du caractère que j'appelle socio-anthropologique du fait démocratique et le primat accordé à l'analyse des transformations axiologiques conduisent Nietzsche comme Tocqueville à relativiser certains clivages politiques couramment admis. Tocqueville souligne ainsi le caractère foncièrement aristocratique de la démocratie grecque, qui ne consacre qu'une égalité entre pairs et maintient en l'état les hiérarchies sociales et une liberté privilège. De son côté, Nietzsche n'hésite pas à amalgamer dans sa critique le libéralisme, le socialisme et l'anarchisme, malgré leurs différences qu'il connaît, tout cela finalement des idées modernes, professées par des hommes qui, en dépit de leurs évidentes divergences de vues, ne peuvent concevoir, je cite, toute autre forme de société que celle du troupeau autonome. Autant dire que Nietzsche n'accorde que peu d'importance à la distinction souvent opérée entre égalité formelle ou égalité réelle, que la liberté ou la poursuite du bonheur ne soit pas également accessible à tous les hommes, en dépit des droits imprescriptibles que leur confère leur commune appartenance au genre humain, c'est une évidence. Que l'idéal démocratique n'ait pas encore mené son dernier combat, cela va de soi, demeure néanmoins pour lui ce fait indubitable qui veut que la société démocratique favorise l'égalité des conditions et la déconstruction des hiérarchies, ce qu'il appelle le misarchisme, au nom du droit reconnu aux individus de s'épanouir librement et de vivre ensemble sans que ce fait de vivre ensemble soit à la fois réalisé et signalé par l'obéissance ou la déférence à un petit nombre qui résume l'identité, incorpore l'excellence et gouverne les destinées du corps social. Et si Nietzsche s'accorde donc avec Tocqueville pour reconnaître l'individualisme égalitaire comme le principe générateur de la démocratisation des sociétés modernes, en tout cas sa meilleure description,
Plus originale est la thèse de Nietzsche, que l'on connaît, selon laquelle le mouvement démocratique constitue l'héritage du mouvement chrétien. Je cite ici Nietzsche, « Que chacun soit âme immortelle et de rang égal avec chacun, que dans l'ensemble des êtres, le salut de chacun puisse revendiquer une importance éternelle. Le christianisme doit sa victoire à cette pitoyable flatterie de la vanité personnelle. Par là, il a attiré à lui tout ce qui est manqué, bassement révolté, tous ceux qui n'ont pas eu leur part, le rebut et l'écume de l'humanité. Le poison de la doctrine des droits égaux pour tous, ce poison, le christianisme l'a semé par principe. Et n'estimons pas à une trop faible valeur la fatalité qui du christianisme s'est glissée jusque dans la politique. Personne aujourd'hui n'a plus l'audace des privilèges, des droits de domination, du sentiment de respect envers soi et son prochain, au pathos de la distance. Notre politique est malade de ce manque de courage. L'aristocratisme de sentiment a été le plus souterrainement miné par le mensonge de l'égalité des âmes, et si la foi en les droits du plus grand nombre fait des révolutions et fera des révolutions, c'est n'en doutant pas le christianisme, ce sont les appréciations chrétiennes qui transforment toute révolution en sang et en crime. Donc selon Nietzsche, la croyance démocratique à l'égalité, à l'égale dignité, disons, des individus, est un héritage de l'influence millénaire exercée par le christianisme sur la pensée, sur les mœurs et finalement sur les corps et les instincts de l'Européen. Et en effet, bien que le christianisme ait placé au premier plan la doctrine du désintéressement et de l'amour, écrit Nietzsche, sa véritable influence historique reste l'intensification de l'égoïsme individuel poussé à sa dernière extrémité. Cet extrême, c'est la croyance en une immortalité individuelle. L'individu était devenu si important que l'on ne pouvait plus le sacrifier. Devant Dieu, toutes les âmes étaient égales. Dès lors, c'est en religion que l'on a d'abord appris à l'humanité à balbutier le principe de l'égalité. On lui en a ensuite tiré une morale, et quoi d'étonnant si l'homme finit par le prendre au sérieux, par le prendre de façon pratique, je veux dire de façon politique, démocratique, socialiste, pessimiste, indignée. C'est donc l'adhésion de l'humanité européenne aux valeurs chrétiennes qui aurait déterminé à l'occasion du processus de sécularisation, entamé par la modernité, la probité scientifique de la modernité, la reformulation de certaines valeurs cardinales de la religion chrétienne dans les termes rationalistes de la philosophie des Lumières. Et l'idéal démocratique procéderait ainsi d'une sécularisation de la croyance chrétienne en une égalité devant Dieu, réinterprétée par le rationalisme moderne sous la forme vulgarisée de l'égalité des hommes. Et de ce point de vue, écrit Nietzsche, la démocratie est le christianisme naturalisé, dépouillé de sa signification spirituelle et rendu pratique par une progressive incorporation des valeurs chrétiennes à la culture européenne et par un processus de sécularisation au cours duquel certains contenus théologiques et moraux auraient été incorporés sous une forme dérivée par l'Européen moderne. On peut ainsi déceler, derrière la critique nietzschéenne de la démocratie, une attaque portée contre le christianisme, source du mouvement démocratique et de la décadence de l'humanité européenne, sous l'influence des valeurs plébéiennes, rendues dominantes par l'effondrement de la société hiérarchique et l'abaissement de ses valeurs. Alors, par valeurs plébéiennes, que décrit Nietzsche ? Par exemple, le démonisme, l'utilitarisme, l'évitement de la souffrance, la recherche du plaisir, l'amour immodéré du confort et de la sécurité, le goût forcené du travail, et son corollaire, le divertissement, la recherche d'excitants et de narcotiques, la haine de tout privilège et de toute hiérarchie, qu'elle soit sociale, politique, voire même esthétique, puisque la révolution politique se double de la révolution dans la poésie. Donc en définitive, les valeurs plébéiennes, les valeurs démocratiques qui dominent cette nouvelle société, sont des valeurs de décadence, à la fois cause et symptôme d'un amoindrissement du type homme. Elles n'expriment qu'un degré inférieur de la volonté de puissance, dont le plein épanouissement s'exprime dans, pour prendre le vocabulaire de Nietzsche, la vertu fière et virile, le goût de la maîtrise, du dépassement de soi, le pathos de la distance, caractéristique des sociétés et des castes aristocratiques et finalement des individualités nobles elles-mêmes. Or, c'est tout le contraire que Nietzsche constate. La volonté de puissance, dit-il, est haïe à tel point dans les époques démocratiques que toute leur psychologie semble viser à la rapetisser et à la dénigrer. Dépourvu de cette passion de la distance sans laquelle rien de grand ne peut s'accomplir, l'homme moderne serait voué à la décadence, c'est-à-dire à l'affaiblissement de la volonté, à l'anarchie des instincts, à la désagrégation des forces organisatrices, dont la démocratie politique n'est qu'en quelque sorte l'image superficielle et terminale. Et en dernière analyse, à l'image du bariolage démocratique, de ce carnaval des styles dans lequel il se vautre, de ce mélange de tous les styles qui est son style propre, l'homme moderne n'est qu'un chaos d'instincts, luttant les uns contre les autres, une véritable contradiction physiologique, dont on ne peut rien attendre de grand, à court terme en tout cas. Il nous manque, écrit Nietzsche, le grand homme synthétique, chez qui les forces dissemblables sont assujetties sous un même joug. Ce que nous possédons, c'est l'homme multiple, l'homme faible et multiple. Alors serait-ce donc là le retour à la nature vanté par Rousseau, le règne de la raison et de la justice souhaité par Kant et par ce que Nietzsche appelle la démocratie philosophique? Certes non, mais le diagnostic demeure sans appel. La démocratie n'est pas seulement une forme de décadence politique, c'est une forme de décadence, c'est-à-dire de rapetissement de l'homme, sa chute dans la médiocrité, l'abaissement de sa valeur, l'amoindrissement de sa puissance.
Et en effet, la démocratisation de l'Europe favorise, je cite, l'adaptation, le nivellement, le chinoisisme élevé, la modestie de l'instinct, la satisfaction dans le rapetissement, une sorte de stagnation dans le niveau de l'être humain. Face au spectacle de cette déchéance, qui n'en est encore qu'à ses débuts, Nietzsche affirme l'impérieuse nécessité d'un contre-mouvement. Alors je cite ici, nous ne conservons rien, nous ne voulons revenir à aucun passé, nous ne sommes absolument pas libéraux, nous ne travaillons pas pour le progrès, nous n'avons pas besoin de boucher nos oreilles pour ne point entendre les sirènes de l'avenir qui chantent sur la place publique. Ce qu'elles chantent, droits égaux, société libre, ni maître ni serviteur. Cela ne nous attire point. En somme, nous ne trouvons pas désirable que le règne de la justice et de la concorde soit fondé sur la terre, puisque ce règne serait, en tous les cas, le règne de la médiocratie et de la chinoiserie. Nous prenons plaisir à tous ceux qui, comme nous, ont le goût du danger, de la guerre et des aventures, ceux qui ne se laissent point accommoder et raccommoder, concilier et réconcilier. Nous nous comptons nous-mêmes parmi les conquérants, nous réfléchissons à la nécessité d'un ordre nouveau et aussi d'un nouvel esclavage, car pour tout renforcement, pour toute élévation du type homme, il faut une nouvelle espèce d'asservissement. N'en est-il pas ainsi ? Alors de toute évidence, le constat des similitudes que j'ai fait existant entre les analyses de Nietzsche et de Tocqueville ne saurait dissimuler bien longtemps leur désaccord fondamental quant à la réponse à apporter au mouvement démocratique. Saisi par une terreur religieuse, ce sont ces mots, devant la puissance irrésistible de la marche vers l'égalité des conditions, et convaincu de la vacuité de toute velléité réactionnaire, Tocqueville affirme que combattre la démocratie équivaudrait, je cite, à lutter contre Dieu même, et s'en remet à la religion pour temporer les excès de l'individualisme contemporain. Au regard de celui de Tocqueville, le geste philosophique de Nietzsche est d'une toute autre radicalité. Soumis à la nécessité de penser la mort de Dieu dans ses ultimes conséquences, Nietzsche n'interroge pas seulement la parenté généalogique reliant les idées modernes au christianisme, mais fixe comme horizon de son projet philosophique une opération de renversement des valeurs, valeurs démocratiques, mais donc aussi valeurs chrétiennes, ou plutôt l'inverse, articulées à l'ambition de ce qu'il appelle une grande politique. Alors, l'idée de grande politique, elle apparaît finalement assez peu fréquemment dans les œuvres publiées, bien qu'elle apparaisse, et pourtant, à la lecture des fragments posthumes, de la correspondance, on aperçoit une présence croissante de cette notion, en particulier dans la décennie 1880. Alors, dans les premières références à la grande politique, Nietzsche semble employer le terme dans un sens exclusivement négatif, exclusivement critique. Par exemple, le paragraphe 481 du Main trop humain, intitulé La grande politique et ses inconvénients, Nietzsche dénonce le sacrifice des vies humaines sur l'autel de la gloire nationale, le gaspillage des hommes les plus robustes, les plus travailleurs, ainsi que d'une foule de talents supérieurs, et l'impôt quotidien prélevé sur le capital d'esprit et de cœur de chaque citoyen par les questions d'intérêt public et d'intérêt national, de telle sorte que l'épanouissement politique d'un peuple, écrit-il, entraîne presque nécessairement un appauvrissement, un épuisement de l'intelligence, une diminution de puissance créatrice pour des œuvres qui exigent beaucoup de concentration et d'attention exclusive. Alors cette inquiétude quant à l'avélissement de la culture provoquée par les développements d'une politique moderne mêlant parlementarisme, expansion industrielle, agitation nationale, vise tout particulièrement évidemment l'Allemagne du chancelier Bismarck. Nietzsche se méfie, il l'exprime clairement, de la réelle politique d'intérêt national qui préside aux destinées du Reich allemand, de ce régime qu'il qualifie de régime de fer et de sang, je veux dire de grande politique. Régime souffrant de la contradiction manifeste entre le développement des institutions parlementaires modernes au sein de l'Empire, de la démocratisation progressive de cet empire, derrière son image précisément impériale, et d'autre part le conservatisme politique et social de l'élite prussienne. Aux yeux de Nietzsche, le Reich allemand n'est donc pas bâti pour durer, il est voué à s'effondrer sous la pression de ses tensions internes, comme d'ailleurs toute l'Europe monarchique, issue du règlement du Congrès de Vienne et de la répression du printemps des peuples, tiraillée entre les tentations réactionnaires d'une aristocratie décadente, un monarchisme qu'on pourrait qualifier de légitime défense, et puis ce qu'il constate, c'est-à-dire les progrès du libéralisme démocratique et la menace grandissante du socialisme, et j'ai pas besoin de vous citer la frayeur de Nietzsche devant le socialisme, et en particulier l'épisode de la Commune de Paris. Dans ce contexte de crise généralisée des valeurs et des institutions, qui est le contexte moderne, il n'est pas étonnant que Nietzsche soit préoccupé par la situation politique de l'Allemagne et de l'Europe, et critique de manière répétée la superficialité et les coûts exorbitants de la grande politique du chancelier Bismarck. Nietzsche n'exprime que du mépris pour une politique qui, dit-il, semble abdiquer toute prétention à l'hégémonie européenne, au profit d'un empire nouveau, lequel n'est que l'acquiescement à une irrémédiable médiocrité, à un triomphe des idées démocratiques et modernes. Donc on voit ici une critique du Reich allemand qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est plutôt une critique par la droite, si j'ose dire, une critique précisément de ce qui n'est pas impérial dans le Reich et de ce qui est en fait démocratie. Alors aux yeux de Nietzsche, cette grande politique du Reich allemand n'est donc tout au plus qu'un intermède, un emprunt aux dépens de l'avenir, retardant l'avènement d'une véritable grande politique répondant aux enjeux de l'époque. Car si Nietzsche emploie l'expression de grande politique dans une perspective critique
et parfois même, selon ces termes, anti-politique, c'est précisément cette attention aux insuffisances de la politique contemporaine, à sa superficialité, qui le conduit à réévaluer progressivement la notion de grande politique. Alors on trouve la première trace de cette appropriation, à ma connaissance, dans une lettre à Franz Overbeck d'avril 84, dans laquelle Nietzsche tente malaisément d'exprimer, je cite, « ce que moi je nomme grande politique ». Alors dans sa lettre à Overbeck du 7 avril 84, qui précède immédiatement celle du 30 avril, donc celle où est fait mention pour la première fois de la grande politique dans un sens qui ne serait pas exclusivement négatif, Nietzsche avoue avoir pratiqué ces derniers mois l'histoire universelle avec délice, bien qu'avec des résultats parfois effrayants. Et en guise de justification de cet intérêt accru pour les événements mondiaux, Nietzsche se réfère à une lettre de 82 de son ancien collègue Jacob Burckhardt de Bâle, dans laquelle celui-ci se demandait si Nietzsche pourrait, je cite, « illuminer l'histoire universelle entièrement ex professo, avec ses propres lumières et sous les angles qu'il a lui-même mesurés ». Alors l'influence de cette lettre sur Nietzsche, en tout cas l'apparence d'influence, est assez immédiate. Les œuvres publiées, les fragments posthumes de cette période, témoignent en effet d'un tournant vers ce qu'on pourrait appeler l'histoire universelle, opérée par Nietzsche. Les références à l'Europe dans les notes de 84-85 par exemple sont extrêmement nombreuses, en tout cas 2 fois plus nombreuses que, si on compte bien, l'ensemble des références précédentes additionnées. Les Slaves apparaissent sous la plume de Nietzsche, l'Angleterre, la Russie, la Chine sont cités de plus en plus fréquemment, à partir donc de 84. À partir de cette période, la réflexion de Nietzsche acquiert donc une perspective qu'on pourrait appeler mondiale ou globale. Au printemps 84, le philosophe affirme par exemple que le gouvernement de la Terre est un problème proche. Cette idée de la lutte pour la domination de la Terre devient un motif relativement récurrent, et dans Ecce Homo encore, Nietzsche lie ouvertement l'ambition napoléonienne de faire de l'Europe une unité politique et économique, à la nécessité d'instaurer un gouvernement mondial. Alors l'intérêt de Nietzsche pour ces questions d'histoire universelle, de politique mondiale, ne faiblit pas, et c'est ainsi que jusqu'en décembre 88, le philosophe peut décrire le brouillon d'une lettre qu'il a écrite à Georg Brandt comme le premier document d'histoire vraiment universel, pour la raison suivante, parce qu'elle proclame l'avènement de la grande politique. Alors, il est difficile de nier que la notion nietzschéenne de grande politique se soit développée, au moins en partie, sous l'influence de cet intérêt de plus en plus aigu pour la politique internationale, pour les questions géopolitiques, qui sont celles de son époque. Et parmi les éléments du contexte qui retiennent l'attention de Nietzsche, qu'on voit dans les fragments posthumes essentiellement, il y a la rivalité anglo-russe en Asie, rivalité coloniale qui semble occuper une place de premier ordre, ainsi qu'en témoignent un certain nombre de textes de 84 et 85 qui mettent l'accent sur la tension idéologique entre ces deux puissances. Alors on connaît, elle est presque proverbiale, l'hostilité de Nietzsche envers l'Angleterre, envers ses institutions parlementaires, envers ce qu'il appelle son utilitarisme bourgeois, toute la pernicieuse anglomanie des idées modernes, pour le citer dans le texte. Et aux yeux de Nietzsche, si la France est bien la nation la plus complètement victime du mouvement démocratique, il n'en reste pas moins que la vulgarité européenne, dit-il, la bassesse plébéienne des idées modernes est l'œuvre de l'Angleterre. Ce n'est donc pas sans raison que Nietzsche peut affirmer, avec son style bien à lui, que, je cite, la mesquinerie mentale de l'Angleterre est aujourd'hui le plus grand danger de la Terre. Cette appréciation négative fonde d'ailleurs le peu de crédit accordé par Nietzsche à la perspective d'une suprématie britannique installée durablement dans le temps. Personne, en effet, ne croit plus que l'Angleterre soit assez forte pour continuer à jouer son ancien rôle, ne fût-ce que 50 ans. Elle mourra de l'impossibilité d'exclure du gouvernement les hommes nouveaux, expression par laquelle je pense qu'il faut entendre les libéraux et les démocrates. En réalité, affirme Nietzsche, pour les tâches des siècles prochains, la vie publique et les parlements sont les organisations les plus inadéquates qui soient. Il n'en demeure pas moins que, je cite, si elle veut entrer en bonne condition dans la lutte pour la domination de la Terre, l'Europe devra se rendre maîtresse de l'empire colonial britannique, et pour ce faire, sans doute devra-t-elle s'entendre avec l'Angleterre, c'est le terme de Nietzsche, pour profiter sans doute de ses richesses matérielles et humaines, dans l'attente du jour où, succombant finalement à ses propres principes, qui sont le signe de sa faiblesse, l'empire britannique tomberait, comme un fruit mûr, dans l'escarcelle du continent. Par contraste avec l'Angleterre, alors la Russie apparaît à Nietzsche comme la seule puissance qui est actuellement la durée dans le sang, la seule puissance qui puisse attendre, qui puisse encore promettre quelque chose. En cela, remarque-t-il, la Russie est la dernière force européenne qui est encore quelque chose de l'Empire romain. En tant qu'État autoritaire, en tant qu'État traditionnel, antilibéral, animé par, je cite, une volonté de tradition, d'autorité, de responsabilité, la Russie impériale offre un contraste saisissant avec les nations européennes en voie de démocratisation, que le philosophe caractérise comme une forme décadente de la force organisatrice, entraînant nécessairement, je cite, une dégénérescence de l'État. Le Reich allemand, en tant qu'il représente un progrès dans la démocratisation de l'Europe, n'est évidemment pas épargné par cette critique. Sous la pression de ces valeurs démocratiques, dit Nietzsche, l'Occident tout entier a perdu ses instincts d'où naissent des institutions, d'où naît un avenir. Rien qui aille plus à rebours de son esprit moderne, qui se croit menacé d'une nouvelle servitude dès que le mot autorité est prononcé à haute voix.
Au contraire, la Russie, impériale, multiethnique, apparaît alors comme l'antithèse du piteux particularisme de la nervosité européenne qui, écrit-il, avec la fondation du Reich allemand, est entrée dans une phase critique. Cette analyse de la décadence politique des sociétés européennes, sous l'influence des idées modernes, conjuguée à l'hostilité de Nietzsche vis-à-vis de l'élément anglo-saxon, qu'il soit anglais ou américain, et de son influence réputée délétère, rend compréhensible alors le regard jeté par Nietzsche vers la Russie, dont il admire la culture, l'esprit de tradition, la force de volonté, au point de trouver, dit-il, plus de pente à la grandeur dans les sentiments des nihilistes russes que dans ceux des utilitaristes anglais. Alors, la faveur accordée par Nietzsche à la suprématie russe en Europe, euh, en tout cas à cette époque, semble absolument solidaire de son hostilité envers la démocratie. Aux yeux de Nietzsche, si l'Europe tombe aux mains de la populace, alors c'en est fini de la culture européenne. Devant l'avancée du mouvement démocratique, la menace grandissante du socialisme, ce qu'il appelle cette tyrannie extrême des médiocres et des sots, Nietzsche envisage ainsi une collaboration absolue avec la Russie et, dit-il, un nouveau programme commun qui empêche en Russie la venue au pouvoir de tout simulacre anglais. Dans un fragment posthume du printemps 84, Nietzsche précise les aspects proprement géopolitiques de cette hypothèse. Constatant que le pouvoir est désormais partagé entre les Slaves et les Anglo-Saxons, entre la Russie et l'Empire britannique, Nietzsche se range résolument du côté russe et affirme que pour mettre en échec l'influence démocratique et l'esprit moderne de la Grande-Bretagne, la Russie, dit-il, doit nécessairement devenir maîtresse de l'Europe et de l'Asie, elle doit coloniser et gagner la Chine et l'Inde, laissant l'Europe comme la Grèce sous la domination de Rome. Dans ce cas de figure, donc, l'influence spirituelle pourrait être entre les mains de l'Européen typique, dont le rôle serait comparable à l'Athénien. La perspective ultime de ce recours à la Russie est donc la consécration de l'Europe comme centre de culture, fécondant l'empire de la Troisième Rome russe comme une nouvelle Hellade. Alors dans Par-delà bien et mal, pour quitter les posthumes dans Par-delà bien et mal en 86, Nietzsche semble pourtant avoir abandonné cette hypothèse passagère et en appelle plutôt, au nom de l'unification européenne, à une telle aggravation de la menace russe qu'elle contraigne enfin l'Europe à devenir tout aussi menaçante. Le paragraphe 208 de Par-delà bien et mal représente ici un tournant décisif, il me semble, dans l'opération de redéfinition et d'appropriation de la notion de grande politique, puisque Nietzsche y oppose à l'épuisante mesquinerie de la petite politique contemporaine, à ce qu'il appelle l'imbécilité parlementaire du mouvement démocratique, l'aristocratisme d'une grande politique, contraignant l'Europe à en finir avec ce qu'il nomme la comédie trop prolongée de sa division en petits États, et avec le gaspillage humain, militaire, économique, culturel qui en résulte, et qui est le principe de sa critique de la grande politique dans les textes du Main trop humain. L'unification politique du continent devront alors permettre à l'homme européen d'orienter ses formidables énergies accumulées vers des buts bien plus élevés. Je cite, un haut niveau d'humanité sera possible quand l'Europe des nations sera un sombre passé oublié. Et en effet, seule une Europe unie pourra devenir maîtresse de la terre, pour utiliser l'expression, et enfin préparer, tout lointain qu'il est encore, cet état de choses entrevu au paragraphe 87 du Voyageur et son ombre, où les bons Européens recevraient, mur à point, leur grande mission, la direction et la garde de la civilisation terrestre tout entière. La grande politique, donc, si on peut la deviner à travers ces propos-là, consisterait en une proposition indissociablement politique et culturelle visant à répondre à cette grande question, ce grand problème que pose Nietzsche, comment gouvernerons-nous la Terre et pour quelle fin l'humanité dans son ensemble, et non plus en tant que peuple ou que race, devra-t-elle être élevée et sélectionnée. Une telle tâche, Nietzsche y insiste, requiert de l'Europe qu'elle apprenne, je cite de nouveau le paragraphe de Par-delà bien et mal, à se forger sa propre volonté par le moyen d'une nouvelle caste régnant sur l'Europe, une volonté redoutable et à longue portée, capable de se fixer des buts pour des millénaires. Nietzsche l'affirme d'ailleurs sans ambiguïté en conclusion de ce paragraphe, je viens de toucher à ce qui me tient à cœur, au problème européen tel que moi je l'entends, à la sélection d'une caste nouvelle appelée à dominer l'Europe. Alors, cette défense nietzschéenne de l'unification de l'Europe, qui est parfois mise au crédit de son innocence politique, si j'ose dire, n'est donc pas l'expression d'un universalisme démocratique, mais participe d'une vision de l'avenir, d'un projet de civilisation qui apparaît comme radicalement aristocratique, en tout cas non démocratique. Pour Nietzsche, l'unité européenne n'est donc pas un but en soi, mais un moyen de parvenir à la réunion des forces nécessaires, à ce qu'il nomme parfois une nouvelle renaissance, et donc finalement au projet de renversement des valeurs, et donc au projet d'élevage, dont on peut comprendre qu'il nécessite un certain nombre de forces qui ne pourraient pas être atteintes par une nation particulière ou par un individu isolé. En tant qu'artisan de l'unification continentale, en tant qu'architecte de ce nouvel ordre aristocratique, Napoléon représenterait la figure la plus célèbre de ce combat contre le mouvement démocratique et l'idéal chrétien,
au nom du terrible et enchanteur mot d'ordre contraire de la prérogative du petit nombre et de ce que Nietzsche nomme dans la généalogie le réveil superbe et inquiétant de l'idéal classique, cette possibilité d'une autre voie opposée au rapetissement de l'homme sous l'influence des idées démocratiques et modernes. En face de la volonté de l'abaissement, écrit-il, de l'avilissement, du nivellement et de la déchéance, en face du crépuscule des hommes, l'épopée napoléonienne représenterait alors une résurrection inattendue de ce qu'il nomme l'idéal noble à l'aube d'un siècle de décadence. Napoléon incarnerait en effet dans sa personne, en particulier dans sa personne, mais aussi dans son œuvre de conquérant, son œuvre de législateur, un salutaire dépassement du XVIIIe siècle à qui l'on doit tout ce en quoi notre XIXe siècle a travaillé et souffert, écrit Nietzsche, le fanatisme moral, l'amollissement du sentiment en faveur du faible, de l'opprimé, du souffrant, la rancune à l'égard de ce qui est privilégié, la croyance au progrès, la croyance au fétiche humanité, l'absurde fierté plébéienne et la convoitise avide de passion totale. Toutes deux romantiques. Pour Nietzsche, donc, si le XIXe siècle est un siècle de décadence, c'est donc parce qu'il n'est qu'un XVIIIe siècle renforcé et endurci, dont la corruption se manifeste par exemple, je cite de nouveau, sous forme de sentiments romantiques, d'altruisme et d'hypersentimentalité, de féminisme dans le goût, de socialisme dans la politique. À l'opposé, l'épopée napoléonienne représenterait alors cette formidable tentative de dépasser le XVIIIe siècle, le mouvement démocratique et l'égoïsme national par une œuvre politique de grand style. Et c'est parce qu'il incarne cette lutte contre la décadence que Napoléon est non seulement un continuateur de la Renaissance, mais un symbole de la seule grande guerre qui en vaille la peine, la guerre qui se joue entre montée et déclin. J'apporte la guerre, écrit Nietzsche. C'est d'ailleurs par ces mots qu'il ouvre une note de 88 consacrée à la grande politique. Alors de quelle guerre s'agit-il là ? Dans la généalogie de la morale, Nietzsche parle au sujet du premier renversement de toutes les valeurs opérées par le judéo-christianisme, de la magie noire et cachée d'une politique de vengeance vraiment grandiose, d'une vengeance prévoyante, souterraine, capable de toute lenteur dans ses calculs et ses progrès. Le parallélisme entre grande politique et politique de vengeance judéo-chrétienne apparaît ici assez clairement du fait de la proximité lexicale des textes considérés. Dans les deux cas, il y va d'un renversement des valeurs dominantes, d'une guerre à mort entre deux types d'humanité, se doublant d'une guerre spirituelle menée au nom des valeurs antagonistes. C'est ainsi que Nietzsche peut en appeler à une guerre à mort contre la morale chrétienne et présenter la Renaissance italienne comme le site de la seule grande guerre jamais livrée. On ne verra nulle part ailleurs d'attaque plus systématique, plus directe, plus sévère, mieux dirigée vers le cœur de l'adversaire sur toute l'étendue du front. La grande politique, en tant qu'elle est fondée sur ce mouvement de renversement des valeurs, ne peut faire l'économie d'un affrontement spirituel, un affrontement finalement intellectuel, en d'autres termes d'une guerre des esprits. C'est le terme de Geisterkrieg qui apparaît ici. Donc on comprend alors le lien puissant qui est établi chez Nietzsche entre la grande politique et le projet d'un renversement des valeurs, notion qui apparaît en fait en même temps, il me semble, que le nouveau concept de grande politique, peu de temps après la lettre à Overbeck d'avril 84, en tant que sous-titre d'un hypothétique projet d'ouvrage que l'on retrouve dans les fragments posthumes de cette même année. Dans une lettre à Georg Brandt de décembre 88, Nietzsche établit d'ailleurs un lien explicite entre grande politique et renversement des valeurs en décrivant le renversement de toutes les valeurs comme la grande politique par excellence. Alors si ce nouveau concept de grande politique que Nietzsche développe à partir de 84 implique apparemment une lutte pour la suprématie mondiale, qu'il décrit d'ailleurs comme une obligation, une nécessité, quelque chose qui doit arriver, une fatalité finalement, la grande politique implique tout aussi nécessairement, et même de manière prioritaire, une lutte spirituelle menée au nom de ce qu'il appelle l'idéal noble de nouveau. Donc ces deux dimensions sont indissociables parce qu'il importe de dominer, écrit Nietzsche, et conduire à la victoire la plus haute pensée. Ce lien intime qui est établi par Nietzsche entre la question politique et le problème des valeurs est mis en évidence de nouveau dès 84 à l'occasion de ses premières réflexions sur la géopolitique contemporaine. L'hypothèse d'une collaboration avec la Russie contre l'influence de l'Angleterre, qui relève en apparence de considérations coloniales et géopolitiques, s'inscrit dans le cadre d'un refus des idées modernes, d'une rupture, écrit-il, avec le principe anglais de la représentation du peuple. Ici comme ailleurs, le problème de la valeur conditionne le questionnement politique, et Nietzsche l'affirme d'ailleurs sans ambiguïté. Il écrit « Nous ne voulons pas nous rétrécir ni à des perspectives chrétiennes, ni à des perspectives américaines. » Le positionnement de Nietzsche est donc un peu plus clair. Il écrit « Pas d'avenir américain ». Cette unité de la culture et de la politique apparaît encore dans un posthume de 85. Nietzsche affirme que le philosophe doit être législateur, sa tâche consistant alors à créer de nouvelles valeurs et à donner naissance à des types nouveaux, en prenant pour modèle les types les plus élevés, au premier rang desquels il place les Grecs. Opposant le christianisme et le mode de pensée démocratique à ce qu'il appelle leurs contre-mouvements inconscients, au nombre desquels il cite par ailleurs Napoléon, Nietzsche ajoute que le nouveau philosophe ne peut naître qu'en relation avec une caste dominante, en tant que sa spiritualisation suprême, la grande politique, le gouvernement de la Terre sont proches. Donc on voit ici tout qui se rapproche dans ce même fragment. Grande politique et renversement des valeurs sont naturellement liés,
parce que la guerre spirituelle menée au nom de l'idéal aristocratique, l'idéal noble, quel que soit le terme que Nietzsche emploie, doit nécessairement déboucher sur la constitution, invoquée de manière répétée, de cette nouvelle aristocratie, l'unification de l'Europe, et peut-être à terme, alors là c'est un peu plus mystérieux, mais le gouvernement de l'humanité dans son ensemble. C'est dans ce but que l'Europe doit atteindre une unité politique et économique, aboutissant, écrit-il, à la possibilité d'un gouvernement mondial, et donc se forger sa propre volonté par le moyen d'une nouvelle caste régnant sur l'Europe. Il précise d'ailleurs dans un fragment une nouvelle et prodigieuse aristocratie, un type d'homme supérieur qui, grâce à la prépondérance de leur volonté et de leur savoir, mais aussi, écrit-il, de leur richesse et de leur influence, donc on n'est pas simplement devant une élite intellectuelle, il y a aussi la richesse et l'influence, pourront prendre en main les destins de la Terre, pour travailler en artiste à former l'homme lui-même. Nietzsche conclut, il suffit, le temps vient où l'on apprendra du nouveau sur la politique. Alors, si je peux déjà conclure, je ne sais pas exactement où nous en sommes, la grande politique apparaît, en tout cas m'apparaît, quand je lis ces textes-là, comme ce qu'on pourrait décrire comme la mise en pratique, si j'ose dire, les dernières ultimes conséquences du projet de renversement des valeurs, passant à la fois par cette lutte spirituelle et géopolitique pour la suprématie, dans la perspective d'une réforme, qu'on peut dire aristocratique ou noble, de la civilisation européenne. La grande politique apparaît ainsi comme un stade de transition entre le mouvement intellectuel initié par Nietzsche dans son rôle d'antéchrist philosophique, venant trancher le nœud gordien de la culture européenne, et l'assimilation culturelle et donc corporelle, instinctive, de l'entreprise de renversement des valeurs. Elle représente la victoire finale et complète de l'évaluation aristocratique de toute chose, l'aboutissement de ce qu'il invoque comme le réveil superbe et inquiétant de l'idéal classique, initié par la Renaissance, poursuivi par le mouvement napoléonien, et prenant conscience de lui-même dans son opposition au christianisme et à la modernité, dans la pensée de Nietzsche, d'où finalement l'affirmation à la fois mégalomane et sans doute justifiée du philosophe dans sa perspective. Je cite, ce n'est qu'à partir de moi qu'il y aura sur Terre une grande politique. Merci beaucoup.